Au sommaire de ce journal, sachez que la première session ordinaire de l'année 2020 du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles s'est ouverte ce matin. Les assises sont placées sous le thème « La problématique de la mise en œuvre de la décentralisation au Tchad » et ont été présentées par le ministre de l'Administration du territoire. Visite ce matin du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement sur le chantier de construction du tronçon Massakori-Ngouri. Abderrahmane Mokhtar Mahamat se dit satisfait des travaux réalisés. Travaux qui sont déjà en phase de finition. Nous parlerons également dans cette édition de cet acte humanitaire au Centre national de transfusion sanguine. Le ministre de la Santé publique et le personnel de son cabinet ont fait ce matin un don de sang. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles s'est ouverte ce matin, ici même à N'Djamena, placée sous le thème problématique de la mise en œuvre de la décentralisation au Tchad. Cette rencontre prévue du 15 au 29 janvier regroupe les participants venus de toutes les provinces du pays. Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est fait représenter par le ministre de l'Administration du territoire, Mahamat Ismaël Chaïbo. Le point avec Ranga Chamirima. Problématique de la mise en œuvre de la décentralisation au Tchad, c'est autour de cette thématique que les autorités traditionnelles ont répondu favorablement à cette grande messe du donner et du recevoir. Durant 2 semaines, les autorités traditionnelles sont conviées à passer au pain fin les mots qui minent le processus de la mise en place adéquate de la décentralisation dans les 23 provinces du pays. La paix, facteur de développement, est au cœur des politiques prônées par cette jeune institution qui participe au développement du pays. La levée de la grève par les organisations syndicales est appréciée par les autorités traditionnelles. Le Haut Conseil, par ma voix, salue l'implication personnelle du chef de l'État dans le désamorcement de la crise sociale qui se profilait à l'horizon. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aux partenaires sociaux, nous disons tout simplement merci pour ce dénouement heureux. Nul ne peut nier les efforts consentis par le Tchad pour la décentralisation malgré quelques dysfonctionnements constatés. Il revient donc aux collectivités autonomes et chefferies traditionnelles d'apporter leur expertise pour une meilleure exécution de ce choix de gouvernance. Plusieurs décennies après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les Tchadiens se sont rendus compte que le système d'administration territoriale centralisée hérité de la colonisation ne répond plus à leurs attentes. Fort de ce constat, les forces vives du Tchad ont, lors de la conférence nationale souveraine tenue à N'Djamena du 15 janvier au 7 avril 1993, opté pour la décentralisation comme système d'administration territoriale au Tchad. Étant tous des acteurs privilégiés de la décentralisation, vous êtes mieux placés que quiconque pour apprécier la situation. Né au lendemain de la 4e République, le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a pour mission d'œuvrer à la stabilité, à la paix et à la cohabitation pacifique. Elle s'occupe de toutes les questions relatives à la chefferie traditionnelle, au bon fonctionnement des collectivités autonomes et à l'état de la coopération décentralisée. Lancement officiel ce matin du cycle Master en télécommunications et systèmes embarqués à l'École nationale supérieure d'éthique et NASTIC ont pris part à cette cérémonie. Le ministre des Postes, Idriss Saleh Bachar, et celui de l'enseignement supérieur, David Oudenga. Mariam Hassanissé nous en parle. Une promesse qui se réalise pour les étudiants. Désormais, l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication dispose d'un cycle en master de télécommunications et systèmes embarqués. Ceci dans le but de booster l'émergence des technologies de l'information et de la communication qui constituent un véritable levier du développement et un secteur important de croissance des États. Au regard des contenus de formation proposés, l'ouverture du cycle master en télécommunications et de systèmes embarqués offre ainsi l'opportunité de donner aux jeunes une formation spécialisée dans de nouveaux domaines pleins de promesses. Les technologies de l'information et de la communication évoluent constamment et l'ENASTIC se doit d'être à l'écoute de cette évolution afin d'adapter son offre de formation en fonction des enjeux de l'ère. Cette nouvelle étape
vient traduire dans les faits la volonté du gouvernement en matière de l'enseignement supérieur dans le but de garantir une bonne formation aux étudiants désirés de continuer en technologie de l'information et de la communication. Je vous invite à suivre à présent un extrait des propos du ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudenga, qui a officiellement lancé le cycle master de l'INASTIC. Suivez. Il est une impérieuse nécessité pour notre pays d'œuvrer en vue de leur développement. Cette conviction est celle des plus hautes autorités de notre pays qui entendent faire des TIC l'un des principaux piliers devant permettre au Tchad d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030. Avec la volonté politique clairement affichée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Tchad de la Renaissance est décidé non seulement à rattraper le retard accusé en matière de développement des TIC, mais aussi à s'insérer dans la société mondiale de l'information et du savoir. Cette noble ambition a sous-tendu le choix stratégique du gouvernement reposant sur deux axes, à savoir développer les infrastructures de transport des communications électroniques et doter le pays en ressources humaines suffisantes et de qualité dans le domaine des TIC. Ainsi considéré, la création de l'École nationale supérieure de technologie de l'information et de la communication ENASTIC procède de la concrétisation de cette volonté politique et chacun de nous peut ainsi aisément appréhender l'importance de cette école sur laquelle beaucoup d'espoirs sont fondés. Axe Massakoring-Gouri, bientôt cette voie de communication sera opérationnelle. Les travaux sont à la phase de finition. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderrahmane Mokhtar Mahamat, en visite sur le chantier, se dit satisfait des travaux réalisés. Reportage de Barobert. Les fatigues et les tracasseries sur l'axe Massakoring-Gouri ne seront plus qu'un vieux souvenir pour les voyageurs. Long de 84 km avec une voirie urbaine d'1 km, ce tronçon sera bientôt praticable. 65 km sur 85 sont déjà réalisés. La traversée de la ville de Ngouri est à la phase de terrassement. Il ne reste que 18 km pour que cette route qui sera carrossable en toute saison de pluie soit officiellement mise à la disposition des usagers d'ici fin janvier 2020. L'on assiste aux dernières retouches. C'est pour s'imprégner de l'avancée des travaux que le ministre des Infrastructures, des Transports et des Désenclavements mène cette visite de terrain. Il s'est dit satisfait des travaux réalisés. Globalement, sur le projet avec 74% d'exécution, pour les 25% qui restent, il y a encore quelques mois à faire, où également les travaux connexes doivent être faits. Pour un château d'eau et également les pousses de paysage en plus. Massakoring-Gouri, normalement, ce qui était prévu avec ce prolongement d'avenant, c'était pour le 31 janvier 2020. Pour le constat fait et également par rapport au rapport donné par la mission de contrôle, globalement, les travaux dans sa communauté est à 74%. Abderrahmane Mokhtar Mahamat encourage l'entreprise en charge des travaux de maintenir le cap afin de respecter le délai qui lui est imparti. Ouvrons à présent le chapitre santé avec cette opération de don de sang faite par le ministre de la Santé publique et ses collaborateurs au Centre national de transfusion sanguine. Juste après, professeur Mahamoud Youssouf Khayal a reçu en audience le chef de mission de Gavi Alliance, une institution médicale qui intervient dans le domaine de la vaccination. Falambi Soulgan. Sans donner, vie sauvée. Fort de cette assertion, le ministre de la Santé publique, accompagné de ses proches collaborateurs et le chef de mission de l'Alliance Gavi, ont fait le déplacement du Centre national de transfusion sanguine pour donner de leur sang pour sauver des vies. Nous avons maintenant sensibilisé tous les cadres de la santé. Nous allons sensibiliser aussi nos collègues ministres. Et nous allons sensibiliser pour que les Tchadiens, pour qu'au moins cette capacité qui peut d'un coup prendre 1000, moi je pense que nous pouvons aller au-delà de 1000, pourquoi pas 2000, pourquoi 3000. Et là, je crois que nous sommes en train de faire un acte qui est très très positif et nous allons continuer dans ce sens. Après cet acte humanitaire,
Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, a reçu en audience le chef de mission de Global Alliance of Vaccination and Immunization, Gavi Alliance. Le ministre de la Santé publique et son hôte ont échangé autour de l'apport technique et financier qu'apporte Alliance Gavi au Tchad. Gavi Alliance est une institution médicale qui appuie le Tchad dans l'achat des vaccins, l'organisation des campagnes de vaccination ou encore la formation professionnelle. Demain 16 janvier 2020 va démarrer la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole. Pour s'assurer de l'effectivité des préparatifs de cette campagne, une rencontre de plaidoyer a eu lieu ce matin. Rencontre dirigée par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous. Guillaume Benguiri nous fait le point. La rougeole, cette maladie contagieuse tue à petit feu les enfants de 6 à 59 mois. Ainsi, son éradication nécessite l'implication de tous. À travers cette rencontre de plaidoyer qui a regroupé les autorités communales, les professionnels de la santé et les partenaires techniques et financiers, il est question d'informer et de sensibiliser les acteurs à différents niveaux afin de se mobiliser pour la réussite de la campagne de vaccination contre cette pandémie. L'objectif au fait de cette rencontre, c'est pour avoir vraiment une couverture vaccinale à 95%. C'est ça notre objectif. La campagne de 2018 avait échoué au niveau de la province de N'Djamena. Et cette réunion, vraiment, c'est un plaidoyer à tous les niveaux. Nous demandons à toutes les autorités de pouvoir nous aider afin qu'on puisse vraiment réussir cette campagne. À cet effet, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena appelle les parents à sortir massivement pour faire vacciner leurs enfants. Je pense que toutes les équipes sont déjà prêtes pour faire cette campagne et c'est l'occasion également pour nous d'être informés à tous les niveaux de ce qui se passe. Et là, je crois que la déléguée vient de présenter un tableau qui a permis à tout un chacun d'être informé de ce qui se déroulera dans chaque district. Ces 3 équipes-là vont permettre à tous les enfants d'être vaccinés. Et c'est ça le souhait également du ministère de la Santé, ainsi que la province de N'Djamena. Ayant comme point de lancement la commune du 5e arrondissement, cette campagne prévue du 16 au 22 janvier prochain s'étendra dans toutes les communes d'arrondissement de la capitale. Plusieurs patients souffrant de pathologies oculaires ont bénéficié de soins pendant la caravane ophtalmologique lancée par l'Organisation humanitaire pour l'assistance et le développement. Dans le reportage que vous allez suivre, notre reporter Mohamed Souleyman nous dresse un bilan à mi-parcours. Suivez. La caravane ophtalmologique lancée par l'Organisation humanitaire pour l'assistance et le développement se poursuit. Un nombre important de patients souffrant de pathologies oculaires a bénéficié des soins gratuits offerts par cette organisation humanitaire. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Merci Dieu. Avant, je ne voyais pas. Je remercie les bienfaiteurs pour ce geste louable. Je suis très content. Grâce à Dieu et avec l'aide de cette organisation humanitaire que je vois très bien maintenant. Le directeur du centre Al-Bassar dresse le bilan à mi-parcours. Nous avons opéré plus de 170 patients qui souffrent de la cataracte. Au cours de cette caravane, nous avons aussi découvert d'autres pathologies oculaires et nous sommes en train de traiter ces malades. Le coordonnateur de cette organisation humanitaire salue la franche collaboration des autres partenaires pour la réussite de cette caravane. L'organisation humanitaire pour l'assistance et le développement œuvre pour le bien-être de la population dans divers domaines. Tout autre chose à présent, parlons de la tournée de sensibilisation entreprise par le gouverneur de la province de Sila qui se poursuit après Koukou Angarana est ici. Kedala Younous s'est arrêté à Mogroro. Son message dans cette localité est axé sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Ben Arabi Abdelrazak. Mogororo, qui constituait l'unique corridor humanitaire avec l'instauration de l'état d'urgence, a été l'étape cruciale de la tournée du gouverneur de Sila. Tournée entreprise dans l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire. Fidèle à ses habitudes, la population a réservé un accueil exceptionnel vu la proximité de la localité avec des villes soudanaises. Le gouverneur Kedela Younis Hamidi a fait ressortir dans son adresse les bienfaits de la notion de bon voisinage et la cohabitation pacifique. Selon Kedela Younis Hamidi, le Sila vit un calme relatif
l'état d'urgence a produit des résultats probants. Un travail remarquable et appréciable a été fait. Et aujourd'hui, le résultat est là. Un résultat palpable, un résultat visible, un résultat tangible. Depuis l'instauration de l'état d'urgence jusqu'à nos jours, Dieu merci. Aujourd'hui, la province vit une situation de calme. Enregistré aucun conflit intercommunautaire. Les éleveurs et les paysans vont normalement à leurs activités. Les gens circulent librement, sont sécurisés. Et nous avons disparu. Je viens à nos forces de défense et de sécurité. Je profite de ce micro pour vous demander de vous lever et applaudir nos forces de défense. Bravo. Au nom du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, chef de gouvernement, chef de l'État, chef des armées, je vous présente nos sincères remerciements, la profonde gratitude de l'État kenyan de la République du Tchad. Après le meeting populaire, le gouverneur a rencontré les officiers des forces de défense et de sécurité. Des consignes et orientations relatives à la sécurisation de la frontière, la sécurité des personnes et de leurs biens ont été données. Le gouverneur a invité les forces de défense et de sécurité à appliquer des vigilances de travail à l'effet de mettre la province à l'abri des forces nuisibles. Le 15 janvier 1993 marque une date historique pour le Tchad. Il s'agit de la conférence nationale souveraine. 27 ans après, est-ce que les recommandations de ce forum ont été prises en compte? Y a-t-il un progrès sur le plan politique, médiatique et social? Suivez plutôt le point de vue de Bachar Yaya Issahanga. 15 janvier 1993, 15 janvier 2020, cela fait exactement 27 ans que le Tchad a tenu sa conférence nationale souveraine. Un moment fort dans l'histoire du pays de Toumaï. Cet événement de taille qui a réuni les filles et fils de ce pays pendant une longue durée marque une nouvelle donne monolithique des hommes politiques. Pour que cette rencontre, qui a duré 3 mois, réussisse, rien n'a été laissé au hasard. Tous les maux qui minent le pays ont été mis sur table, déchiquetés et en tirés les quintessences, ce qui donne les grandes décisions. Ce chemin tracé par l'ensemble des Tchadiens ouvre grandement les portes à tout le monde. Ainsi, on voit naître des partis politiques, associations de la société civile et autres organisations qui donnent de nos jours une image idyllique à la démocratie tchadienne. Si aujourd'hui, 223 partis politiques sont reconnus officiellement, c'est grâce à la conférence nationale souveraine. Les fruits de ces forums sont légion. Ainsi, les élections présidentielles, législatives et communales s'inscrivent aussi dans ce registre. Démocratie et liberté d'expression et d'opinion sont intimement liées. C'est pourquoi plusieurs organes de médias ont aussi vu le jour. Tout le long de cette conférence nationale souveraine, les débats ont été houleux. Beaucoup de vérités ont été aussi révélées pour que le Tchad avance. Finalement, les filles et fils du Tchad se sont pardonnés et fumé le calumet de la paix. C'est pourquoi, jusqu'à nos jours, la démocratie ne souffre d'aucune ambiguïté. Cette journée du 15 janvier 1993 marque également la plus grande rencontre du peuple tchadien dans sa diversité pour parler pardon, réconciliation et aussi mettre fin à la dictature et à la guerre fratricide. Mais quel a été le rôle majeur joué par les religieux à ces assises de 93? Anoubé Hortense nous en parle. 15 janvier 1993, le peuple tchadien dans sa diversité à travers ses représentants s'invite à une réconciliation nationale pour un nouveau départ vers un Tchad fortement uni et démocratique. Ce jour-là, environ 600 participants de toutes les sensibilités politiques, l'ensemble de la société civile et les différentes confessions religieuses regardent dans la même direction, dans un esprit de fraternité et de pardon. À cette grande messe de réconciliation nationale, l'on voyait se dessiner à l'horizon un Tchad plus grand, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où main dans la main l'on battrait en brèche les préjugés et briser le mythe de division installé depuis la guerre civile de 1979. Dans ce processus de réconciliation et d'unité nationale,
Le rôle joué par les religieux a été déterminant. Observateurs, les hommes de Dieu ne sont pas en marge de la conférence nationale souveraine, puisqu'au-delà de la conviction des partis ou associations, le peuple, qu'il soit politique ou apolitique, a une croyance à un être suprême, d'où l'importance de leur représentation lors de la tenue de la conférence nationale souveraine. Cette manifestation a permis de conduire le pays vers la laïcité qui prône la liberté de l'État et garantit l'autonomie religieuse. Catholiques, protestants et musulmans, ces acteurs religieux ont apporté leur contribution à l'élaboration des textes juridiques ayant abouti à la première charte de la transition de 1993. Le rôle des religieux à la conférence nationale, ça peut dire que c'est un groupe de moralistes, on peut dire, pour orienter les gens dans le droit chemin. Et c'est pour voir également le débat que les gens mènent. Et quand c'est un débat qui n'est pas nécessaire, les religieux peuvent intervenir. C'est ça notre rôle pendant la conférence nationale. En ce qui concerne la démocratie, pour nous, c'est une très belle chose. Il faudra que les religieux soient là pour donner quelques directives aux politiciens, comment organiser, comment orienter les gens à la démocratie. La démocratie et la religion, les deux vont de pair, parce que sans la démocratie, c'est comme si on est esclave. C'est comme si on est en prison. De la première constitution de la République de l'ère démocratique de 1996, avec la modification des dispositions juridiques apportées en 2005 et celles ayant abouti à la mise en place de la 4e République lors du récent Forum national inclusif, les acteurs religieux ont su jouer leur partition, préserver et consolider la paix, l'expression de la conviction religieuse sur l'étendue du territoire. Ainsi, la date du 28 novembre correspondant à la proclamation de la République a été instituée par le gouvernement, journée de prière et de la concorde nationale. En ce jour, les confessions religieuses s'adonnent à des moments de prière, de louanges et de messages basés sur la solidarité, la communion et le développement de leur province ou du Tchad en général. Il s'agit d'accorder plus de valeur à la religion comme centre et moteur de développement. Désormais, plus jamais de guerre. Un engagement fort, ici symbolisé par la destruction de ces armes à feu le 15 janvier 1993. Toujours dans le cadre du 27e anniversaire de la conférence nationale souveraine, quelques responsables de la société civile se sont prononcés. Suivez. La constitution de 1993 qui a permis le multipartisme, qui a permis aujourd'hui à notre pays d'avoir une multitude d'associations de la société civile. Toutes les libertés sont pratiquement perceptibles. C'était des discussions houleuses qui avaient débouché sur ce que nous connaissons aujourd'hui. 27 années plus tard, s'organisait bien évidemment la conférence exclusive, le Forum national exclusif bien évidemment, qui a permis à la population tchadienne dans son entièreté, à travers ses représentants au niveau du Forum inclusif, de revoir ce qui n'a pas été bien fait. Parce que nous les Tchadiens, on est tous des frères, donc on doit être unis et il faut aussi respecter les uns et les autres et surtout notre environnement, notre pays, pour qu'il puisse se développer. C'est à partir de cette conférence nationale qu'a été posé les jalons de la démocratisation de la vie politique nationale sur la base des valeurs universelles de l'état de droit, des droits humains, des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance, etc. Donc, c'est de cette conférence nationale souveraine qu'aujourd'hui,
Au Tchad, nous disposons des grandes institutions de la République qui concourent à l'expression de l'état de droit. Donc, 27 années après la tenue de la conférence nationale souveraine, si aujourd'hui le processus démocratique au Tchad fonctionne normalement sur la base d'un consensus national, c'est aussi grâce à la conférence nationale souveraine. Et puis dans un communiqué de presse, le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel du Tchad salue les pertinentes décisions issues du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France consacré à la situation sécuritaire au Sahel tenu le 13 janvier 2020 à Pau en France. Au communiqué de poursuivre que le front antiterroriste ainsi renforcé à cette occasion est un pas important dans la coopération agissante et multidimensionnelle, la seule solution durable à apporter pour sortir de l'impasse sécuritaire actuelle. Le CNC Tchad plaide également pour le changement du mandat de la force du G5 Sahel pour la rendre offensive sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU. À la signature de ce communiqué, John Tchaknone Enoch, coordinateur national, point focal pays du G5 Sahel au Tchad. Dans un point de presse, le président du collectif des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad salue les actes de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame Hinda Déby Itno. Je vous invite à suivre Mahamat Helmadi Abderrahman. À travers des caravanes ophtalmologiques organisées sur l'ensemble du territoire national, des milliers de personnes nécessiteuses ont recouvré la vie et des milliers de verres correcteurs ont été gratuitement distribués à la population laboureuse. Ces actes de bienfaisance traduisent la ferme volonté et l'engagement de la première dame aux côtés de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans son combat pour le bien-être du peuple tchadien. Les collectifs d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad saisissent cette occasion pour rendre un vibrant hommage à la présidente de la Fondation Grand Cœur pour sa philanthropie. Les collectifs d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad, qui apporte son soutien total à la Fondation Grand Cœur dès sa création, soutiendra toujours les bonnes actions de son Excellence Madame Hinda Déby Itno. Une rencontre a regroupé ce matin dans la commune du 6e arrondissement les autorités communales, la population et les membres de la COSAFONI, coalition des associations de la société civile pour les acquis de la 4e République. Rencontre au cours de laquelle les différentes parties prenantes ont échangé sur les résolutions du Forum national inclusif. Pariladji. Née il y a de cela 2 ans, la 4e République, issue de la Constitution du 4 mai 2018, est la résultante du Forum national inclusif. Le sujet est au centre d'une rencontre entre les membres de la coalition des organisations de la société civile pour les acquis de la 4e République et les autorités municipales du 6e arrondissement. En toile de fond du conclave, la mise en route de la 4e République. Une nouvelle République qui apporte des innovations, c'est le maire de cette commune, Mami Soumalé. Ces réalisations sont visibles et palpables en faveur de toutes les couches de notre société. Je résume. Actuellement, je suis maire de la commune du 6e arrondissement. C'est grâce à cette initiative. Au niveau de la justice, il y a une femme. Au niveau des déconcentrés, il y a une chef de service. Au niveau de chef de personnel, il y a une femme. Nous avons déjà acquis les 3%. En somme, nous pouvons affirmer que notre part, que la 4e République est belle et bien en marche et atteint largement ses objectifs en 2 ans. Et cela grâce aux orientations éclairées et aux conseils avisés du chef de l'État.
Cette rencontre de concertation de haut niveau et populaire sur la mise en œuvre de la 4e République organisée par la COSAFONI, selon son coordonnateur national, Moubarak Ibrahim Djawari, dans la commune du 6e arrondissement, marque le point de départ d'une initiative qui va s'intensifier dans d'autres communes et qui permettra à la COSAFONI de s'enquérir de l'approche participative de la population dans la mise en œuvre du développement. À Mongo, dans le Guéra, la coordination du programme de coopération Tchad-FIDA organise une journée d'information à l'intention des bénéficiaires du projet Repère, entendez projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience. Les détails avec Moussa Mboudou Abdoulaye. Après Bokoro dans le Hadjar Lamis, les membres de la coordination du programme de coopération Tchad-FIDA se sont arrêtés à Mongo, dans le chef-lieu de la province du Guéra. Objectif, expliquer les projets repères aux bénéficiaires. C'est dans le but de permettre aux principaux acteurs de la zone d'intervention de s'approprier du projet de façon à contribuer efficacement à l'atteinte de ces objectifs qu'il est prévu d'organiser le présent atelier de partage d'informations. Le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience repère a pour finalité d'accroître le revenu des ménages ruraux dans les 14 départements répartis dans 5 provinces du pays. Le projet Repère est une réponse à cette problématique de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre zone. Ce projet exige la participation et l'implication de toutes les parties prenantes pour un changement durable. Financé par l'État tchadien et le FIDA, le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience repère, faut-il le rappeler, intervient dans 5 provinces du centre, à savoir le Guéra, le Salamat, le Bata, Hadjar Lamis et le Chariba Girmi. En religion, sachez que la Ligue des ressortissants de l'Institut des sciences islamiques d'Amsiego, en collaboration avec l'Union de soutien à la langue arabe, a récompensé les élèves qui ont participé au concours de poésie. C'est à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de cet institut qui a eu lieu la semaine dernière. Idrissa Oumar Idriss. Ce grand prix est destiné pour récompenser les élèves des écoles arabes qui se sont distingués durant le concours sur les techniques de la poésie. Un lot composé de manuels scolaires qui permet aux lauréats de renforcer leurs capacités sur la rédaction de la poésie et d'autres matières littéraires. 3 élèves de 10 établissements sélectionnés ont reçu ces prix par ordre de mérite, à savoir Ousmane Mohamed Ali du lycée arabophone de Goudji avec une moyenne de 13, suivi d'Ilias Ibrahim Ali du lycée Ibn Malik qui a totalisé 12 de moyenne, et enfin l'élève Banat Abdelrahman du lycée Al-Nahda, retenu de par sa moyenne de 11. Le président de la Ligue des ressortissants de l'Institut des sciences islamiques d'Amsiego, Abakar Mohamed Dout, conseille aux participants de doubler d'efforts afin d'être compétents et compétitifs pour valoriser la langue arabe. Les membres de cette organisation ont entretenu l'assistance sur l'importance de la poésie, surtout en langue arabe, et aussi sur l'historique de l'Institut d'Amsiego qui a formé un grand nombre de cadres arabophones pour le Tchad. Ce concours est organisé à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'Institut des sciences islamiques d'Amsiego à Béché, dans la province du Ouaddaï, première école arabe fondée en 1943. Le dossier relatif à la problématique du football tchadien initié par la rédaction de la télévision nationale se poursuit. Pour ce mercredi, l'équipe du service des sports s'intéresse aux responsabilités du directeur technique. Un reportage signé Kanouba Théophile. Les piètres prestations des Sao seniors de ces dernières années engendrent des sentiments de mépris des Tchadiens vis-à-vis des footballeurs, mais aussi et surtout des dirigeants de l'instance nationale du ballon rond. Pour la plupart des amoureux du football, la responsabilité de ces désillusions des Sao incombe la direction technique nationale. La tâche d'un directeur technique, naturellement, c'est le développement du football dans un pays. Et donc, qui dit développement, dit naturellement d'abord la formation. Donc, on forme les entraîneurs pratiquement dans toutes les catégories, cadre-là. Et ensuite, qui dit formation, dit aussi compétition. Parce que c'est la compétition qui est au début et à la fin de chaque processus. C'est la compétition qui nous permettra de détecter
les jeunes joueurs, de détecter les entraîneurs, de détecter les arbitres, de détecter tout ce beau monde-là et continuer à les former. Or, l'équipe nationale a un sélectionneur. Et le sélectionneur de l'équipe A est entièrement responsable de son équipe. Si l'entraîneur a des problèmes de matériel, équipement, etc., passe par la direction technique nationale qui fait la coordination pour lui chercher les ballons, les maillots, les matériels, lui préparer peut-être des correspondances par rapport au stade, par rapport à tout ce qui regarde l'équipe nationale. Mais pour sélectionner un joueur, le directeur technique n'a pratiquement rien à voir avec la sélection d'un joueur. La direction technique nationale se charge de la planification du développement du football. Cependant, il est chargé de faire respecter le calendrier de compétition pour permettre aux sélectionneurs d'avoir des joueurs qui ont des compétitions dans les jambes. Un championnat national ne coûtera pas moins de 300-400 millions. Et ce qui est sûr, c'est que dans ce que la FIFA donne, la fédération ne peut pas à elle seule organiser un championnat national digne de ce nom. Donc, on court vers les sponsoring, vers les entreprises, vers l'État et tout ça, pour que d'ici 1 an, 2 ans, qu'on ait un championnat, comme on l'a eu à faire la fois dernière, intégral, normalement. La direction technique nationale, qui a la responsabilité d'assurer la mise en œuvre du programme du développement du football, doit se reprocher des déboires des SAO, qu'ils soient seniors, cadets ou juniors, car ces résultats découlent des conséquences d'une mauvaise organisation, ce qui nécessite une introspection. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche d'informations. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.